Quelle est la plus grande fortune qu'un être humain puisse accumuler au cours de sa vie? Si votre estimation est inférieure à 100 000 milliards de dollars, préparez-vous à une surprise de taille. Aujourd'hui, nous allons explorer les plus grandes fortunes de l'histoire et la vie de luxe extrême de leurs détenteurs. Bien que la plupart de ces figures historiques aient disparu depuis des siècles, leur richesse et leur influence continuent de fasciner. La famille royale britannique est souvent considérée comme l'une des plus riches du monde avec une fortune estimée à environ 88 milliards de dollars. Une somme impressionnante, certes, mais insignifiante face à celle de l'un de leurs ancêtres, Guillaume le Conquérant. Premier roi normand d'Angleterre, Guillaume a pris le pouvoir en 1066 à l'âge de 38 ans après la célèbre bataille de Hastings. Son règne a été marqué par la consolidation d'un immense territoire et l'accumulation d'une fortune qui, ajustée à l'inflation, équivaudrait aujourd'hui à 228 milliards de dollars. Près d'un tiers de cette richesse provenait directement des impôts prélevés sur les paysans de Normandie. Autant dire que ces derniers étaient soit exceptionnellement prospères, soit lourdement taxés au point de sombrer dans la misère. Je vous laisse deviner laquelle des deux options est la plus probable. Le reste de sa fortune provenait des territoires conquis. Les barons locaux, désireux de conserver leurs terres et leurs têtes, durent jurer allégeance au nouveau roi et payer des taxes colossales. Guillaume, jugeant ses contributions insuffisantes, refusa de les redistribuer, amassant ainsi une fortune personnelle gigantesque. Cependant, loin de mener une vie frivole, il investit une grande partie de ses richesses dans l'infrastructure de son royaume. Avant sa mort, en 1087, il fit construire plus de 100 édifices, incluant châteaux, forteresses, églises et l'emblématique Tour Blanche de Londres. Ces bâtiments étaient ornés de riches tapisseries et d'objets en or, un métal qui, à l'époque, était plus facile à travailler que la peinture pour la décoration. L'Inde d'aujourd'hui compte parmi ses citoyens des milliardaires possédant des gratte-ciel privés de 27 étages. Pourtant, même eux ne peuvent rivaliser avec la fortune d'Osman Ali Khan, dernier souverain de l'état princier d'Hyderabad. Ali Khan régna de 1911 à 1948, année où son territoire fut intégré à l'Inde indépendante. Durant son règne, il fut reconnu comme l'homme le plus riche du monde, surpassant même les légendaires magnates tels que JP Morgan, Rockefeller et Rothschild. Ce qui rendait son royaume si précieux, Hyderabad abritait la seule mine de diamants en activité au monde à l'époque. En contrôlant l'unique source d'approvisionnement de l'industrie diamantaire mondiale, le Nizam accumula une fortune estimée à 230 milliards de dollars. Cependant, à la différence de nombreux autres monarques, il réinvestit une partie de ses richesses dans le développement de son territoire. Sous son règne, Hyderabad bénéficia de l'électricité, du chemin de fer, de routes modernes et même d'un aéroport. Mais cela ne l'empêcha pas de s'offrir des luxes inégalés. Il possédait 100 millions de dollars en or et en argent, plus d'un demi-milliard de dollars en bijoux et l'un des plus grands diamants du monde, le légendaire Jacob Diamond, évalué à 50 millions de dollars. Pour afficher son opulence, Osman Ali Khan offrit des cadeaux somptueux, notamment à la famille royale britannique. Lors du mariage de la reine Élisabeth II, il fit don de bijoux en diamant, d'une couronne et d'un collier, témoignant ainsi non seulement de son immense richesse, mais aussi d'une ironie historique. Quelques décennies plus tôt, l'Empire britannique avait exploité l'Inde, et voilà qu'un souverain indien offrait ses plus belles pierres précieuses à la couronne anglaise. L'histoire a connu des fortunes si colossales qu'elles dépassent l'entendement. De Guillaume le Conquérant à Osman Ali Khan, ces figures historiques ont non seulement amassé des richesses exceptionnelles, mais ont également laissé une empreinte indélébile sur leur époque. Nicolas II, le dernier tsar, et sa fortune controversée. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir involontairement introduit le communisme dans le monde. D'ailleurs, personne en pleine possession de ses facultés ne le ferait. Pourtant, Nicolas II Romanov, dernier empereur de Russie, a gouverné avec une telle incompétence qu'il a transformé son pays en terrain fertile pour une idéologie qui continue d'influencer la politique mondiale aujourd'hui. À première vue, on pourrait croire qu'un souverain aussi impopulaire n'a pas pu accumuler une grande fortune. Mais contrairement à l'économie chancelante de la Russie de l'époque, les finances personnelles de Nicolas II se portaient à merveille. Sa fortune personnelle était estimée à près de 300 milliards de dollars, tandis que ses sujets, accablés par la pauvreté, en étaient réduits à se nourrir d'herbes et de terre. Un déséquilibre criant qui, sans surprise, a alimenté la colère populaire et accéléré la chute de la dynastie Romanov. Mais d'où provenait une telle richesse? Ironiquement, des États-Unis, ou plus précisément d'Alaska. Nicolas II, par peur de perdre ce territoire aux Britanniques, a vendu cette région riche en ressources naturelles aux Américains pour seulement 7,2 millions de dollars en 1867. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Alaska regorgeait d'or et de pétrole, ce qui en a fait l'une des pires décisions financières de l'histoire. Quant à son mode de vie, il était d'un luxe inouï. Aujourd'hui encore,
on peut admirer l'extravagance des Romanov en visitant les splendides palais de Saint-Pétersbourg et Moscou. Le Kremlin, autrefois centre du pouvoir tsariste, abrite aujourd'hui un autre dirigeant avide de pouvoir. Reste à voir si son destin suivra celui des Romanov, John D. Rockefeller, l'homme qui a redéfini la richesse. Surnommé l'homme le plus productif de tous les temps, John D. Rockefeller est devenu l'homme le plus riche de la planète au milieu du XXe siècle. Au cours de sa vie, il aurait accumulé une fortune dépassant 1500 milliards de dollars en valeur actuelle. À sa mort, sa richesse était encore estimée à près de 400 milliards de dollars, une somme colossale. Mais comment a-t-il pu amasser une telle somme? La réponse tient en un mot, pétrole. Avec son empire Standard Oil, Rockefeller contrôlait 90% du marché pétrolier américain à la fin du 19e et au début du 20e siècle, lui assurant des revenus astronomiques pendant plusieurs décennies. Contrairement à certains milliardaires d'aujourd'hui, Rockefeller savait comment dépenser son argent et ne se contentait pas de le thésauriser. L'une de ses premières dépenses fut tout simplement sa propre vie. Il a payé pour éviter d'être enrôlé dans la guerre de sécession, ce qui, au vu des pertes humaines du conflit, lui a probablement sauvé la vie. Plus tard, dans un autre acte de mégalomanie, il envisagea même de payer Winston Churchill pour qu'il rédige sa biographie. Bien que le projet ne se soit jamais concrétisé, l'idée en elle-même était révélatrice de son ego. Mais sa plus grande contribution reste son empreinte architecturale et culturelle. Rockefeller a fait bâtir des domaines et des bâtiments emblématiques qui sont aujourd'hui considérés comme des trésors culturels. Non seulement ils étaient de véritables chefs-d'œuvre d'architecture, mais ils étaient aussi ornés d'œuvres d'art de maîtres renommés, consolidant ainsi son héritage dans le monde de l'art et du mécénat. En parallèle, Rockefeller fut l'un des premiers milliardaires passionnés d'automobiles. À une époque où posséder une voiture relevait du symbole ultime de prestige, il fut parmi les premiers à acquérir un des modèles de série. Ironiquement, sans le savoir, il posa la norme qui fait qu'aujourd'hui, tout milliardaire digne de ce nom se doit d'avoir un garage rempli de bolides hors de prix. Ainsi, en quittant ce monde, Rockefeller n'a pas seulement laissé derrière lui un empire économique. Il a redéfini la notion même de richesse et de pouvoir, influençant à jamais les générations de magnates qui lui ont succédé. Mansa Musa, l'homme le plus riche de l'histoire? Si quelqu'un vous disait aujourd'hui qu'un homme originaire de l'actuel Mali a dominé le monde par sa fortune, vous auriez peut-être du mal à y croire. Dans un monde où les centres économiques se situent à New York, Londres ou Shanghai, l'idée semble presque irréaliste. Et pourtant, au XIVe siècle, l'Empire du Mali était l'un des territoires les plus prospères du monde. Une terre de richesses inégalées où l'or coulait littéralement à flot. Son souverain, Mansa Musa Ier, ne fut pas seulement un monarque parmi d'autres. Il devint une légende vivante. Un homme dont la fortune atteignit des sommets jamais égalés, même par les plus grandes fortunes contemporaines. Selon les estimations ajustées à la valeur monétaire actuelle, sa richesse atteindrait environ 415 milliards de dollars, un montant qui dépasse largement les fortunes des magnates de la tech ou du pétrole d'aujourd'hui. Mais pour comprendre la grandeur de Mansa Musa, il faut replacer son règne dans son contexte historique. En 1312, lorsqu'il accède au trône, l'Europe est plongée dans une période de ténèbres, guerres incessantes, famines meurtrières, épidémies ravageuses, la peste noire, qui allait bientôt décimer plus d'un tiers de la population européenne, n'avait pas encore frappé, mais les conditions étaient déjà chaotiques. Pendant ce temps, le Mali s'élevait au sommet de sa gloire. Ce n'était pas seulement un empire riche, c'était une puissance commerciale et culturelle qui dominait les routes du Sahara. Et Mansa Musa ne tarda pas à étendre son pouvoir. La conquête de Tombouctou fut l'un des moments clés de son règne. Cette ville mythique, alors l'un des centres intellectuels et commerciaux les plus influents du monde, pouvait être comparée à Constantinople ou Bagdad en importance. Avec cette acquisition, il contrôlait les routes transsahariennes, un réseau vital par lequel transitaient d'innombrables richesses, notamment de l'or, du sel et de l'ivoire. Mais ce qui marqua véritablement l'histoire, ce fut son pèlerinage légendaire vers la Mecque en 1324. Ce ne fut pas un simple voyage spirituel, c'était un défilé de grandeur, un étalage de richesses d'une ampleur inédite. Imaginez une caravane si vaste qu'elle semblait infinie. Un cortège composé de plusieurs milliers d'hommes, des soldats, des serviteurs, des esclaves, mais aussi des érudits, des marchands et des dignitaires. À leur côté, des centaines de chameaux et de chevaux portaient des tonnes d'or scintillant sous le soleil ardent du désert. Mansa Musa n'était pas du genre à voyager discrètement. Chaque ville où il s'arrêtait bénéficiait de sa générosité extravagante. Il distribuait des sacs d'or aux pauvres, commandait la construction de mosquées grandioses et comblait les marchés locaux de richesses inestimables. Son intention était noble, mais il ignorait qu'il allait causer une véritable catastrophe économique. Son passage à Le Caire en est à l'exemple le plus frappant.
Fasciné par la splendeur de la capitale égyptienne, il inonda littéralement la ville d'or, distribuant des fortunes aux habitants, aux commerçants et aux dignitaires. Résultat, une inflation incontrôlable. La monnaie locale perdit de sa valeur, les prix flambèrent et l'économie de la ville mit plus de 10 ans à s'en remettre. Il avait littéralement ruiné des économies locales en rendant leurs habitants trop riches pour leurs propres biens. Cette anecdote seule suffit à démontrer l'ampleur de sa richesse. Il ne se contentait pas d'être riche, il influençait les économies entières par sa seule présence. Mais Mansa Musa ne fut pas simplement un souverain fortuné. Contrairement à d'autres figures historiques, riches et puissantes, il investit massivement dans l'éducation, l'architecture et la culture. Sous son règne, Tombouctou devint un centre d'apprentissage renommé, attirant les plus grands érudits du monde musulman. Il y fit bâtir la mosquée de Djingaribert, un chef-d'œuvre architectural qui subsiste encore aujourd'hui, témoignant de sa vision grandiose. Son règne ne fut pas seulement une période de prospérité éphémère, mais une ère qui laissa une empreinte durable sur l'histoire du Mali et du continent africain. Mansa Musa demeure un symbole de la grandeur africaine médiévale, un roi dont la fortune et le faste continuent d'alimenter les légendes. Si Mansa Musa vous semble incroyablement riche, sachez qu'un autre roi, bien plus ancien, pourrait lui voler la vedette. Selon la Bible, le roi Salomon aurait été l'homme le plus fortuné de tous les temps, accumulant une richesse qui dépasse l'entendement. D'après l'Ancien Testament, Salomon aurait reçu environ 25 tonnes d'or par an pendant 39 ans. Faites le calcul. En valeur actuelle, cela représenterait plus de 2200 milliards de dollars, soit plus de 5 fois la fortune de Mansa Musa. Avec une telle somme, il aurait pu littéralement bâtir un palais entièrement en or à condition de trouver un fournisseur de briques dorées et d'avoir une patience infinie. Mais contrairement aux milliardaires modernes, Salomon ne dépensa pas son or en fêtes extravagantes ou en plaisirs futiles. Non, chaque pièce d'or, chaque ressource accumulée servait une cause sacrée. Il fit bâtir le premier temple de Jérusalem, un édifice religieux monumental qui marqua à jamais l'histoire de la région. Alors, qui croire? La Bible ou l'analyse historique moderne? À vous de décider. Mais une chose est sûre, le roi Salomon reste l'un des personnages les plus fascinants du folklore religieux et économique mondial. Auguste César, le premier empereur, est l'homme le plus puissant de Rome. S'autoproclamer premier empereur de la plus grande nation du monde peut sembler être une initiative que Vladimir Poutine pourrait tenter aujourd'hui. Mais Auguste César l'a fait il y a plus de 2000 ans et cette décision s'est révélée extrêmement lucrative pour lui. Grâce à ce coup politique magistral, Auguste a accumulé une fortune colossale qui, ajustée à la valeur actuelle, atteindrait environ 4600 milliards de dollars. Un chiffre qui peut sembler hallucinant jusqu'à ce que l'on réalise qu'Auguste possédait personnellement l'Égypte, une province qui fournissait la moitié du blé de l'Empire romain. On pourrait donc imaginer Auguste dégustant son vin au sommet d'une pyramide ou à l'ombre du Sphinx s'il l'avait voulu. En plus de cette possession stratégique, il hérita d'un trésor considérable de son grand-oncle Jules César comprenant 10 millions d'euros, pièces d'or romaines, soit l'équivalent d'environ 200 milliards de dollars aujourd'hui. Un excellent départ dans la vie impériale, mais Auguste ne se contenta pas d'amasser des richesses pour son usage personnel. Il investit massivement dans les infrastructures de Rome. Routes, temples, aqueducs et monuments spectaculaires, dont le Forum d'Auguste et le Mausolée d'Auguste. Il consacra également des millions à des divertissements publics, finançant courses de chars, combats de gladiateurs et autres événements sportifs, renforçant ainsi son image auprès du peuple. Cependant, sa plus grande richesse ne se trouvait ni dans l'or, ni dans les monuments, mais dans sa légion personnelle de 250 000 soldats, un atout clé pour maintenir son contrôle absolu sur l'Empire. Cette armée d'élite coûtait environ 250 millions de dollars par an, en valeur actuelle, une dépense colossale mais indispensable pour assurer sa domination. Au final, avec 4,6 trillions de dollars en poche et un empire s'étendant sur 3 continents, on peut dire que l'investissement en valait la peine. Akbar le Grand, l'empereur moghol, et sa fortune incommensurable. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'était l'Empire moghol, il pourrait penser qu'il s'agit d'un nouveau virus prêt à plonger le monde entier dans un nouveau confinement. Pourtant, cet empire, qui régna sur la quasi-totalité du sous-continent indien, était l'une des plus grandes puissances économiques du monde. L'Empire moghol n'a peut-être pas marqué la culture occidentale, mais en Asie du Sud, son impact est immense. Et son apogée est largement attribué à Akbar Ier, un empereur qui gouvernait un territoire représentant 25% du PIB mondial à son époque. Avec un tel pouvoir économique, sa fortune personnelle était vertigineuse, 21 000 milliards de dollars selon les estimations actuelles. Ce chiffre peut sembler presque irréel, mais il reflète bien l'immense prospérité de l'Empire moghol sous son règne. Alors, qu'a-t-il fait de toute cette richesse ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Akbar ne menait pas une vie modeste et discrète. Il adoptait un style de vie extravagant, même selon les standards actuels. Il fit construire 3 palais somptueux à Delhi, Agra et Fatehpur Sikri, chacun richement décoré d'or, de marbre, de soie et d'œuvres d'art précieuses. Son goût pour le luxe aurait même fait pâlir Donald Trump, tant ses palais brillaient par leur opulence. Mais Akbar n'était pas seulement un mécène du faste, il était aussi un grand protecteur des arts, investissant des millions dans la peinture, la littérature, la musique et d'autres formes d'art. Son ambition ne s'arrêtait pas là. Il tenta même de créer une nouvelle religion, fusionnant l'hindouisme et l'islam, dans une tentative audacieuse de réunifier un empire profondément divisé par la religion. Une idée visionnaire mais qui échoua, laissant l'Inde marquée par des tensions religieuses qui perdurent encore aujourd'hui. Malgré cet échec, Akbar Ier demeure une figure centrale de l'histoire mondiale, un empereur dont la richesse, le pouvoir et l'influence ont laissé une empreinte indélébile sur l'Asie du Sud. Shenzong, l'empereur de la prospérité en Chine. Gouverner un empire aussi vaste et influent que la Chine n'était pas un privilège donné à tous. Mais régner pendant l'une des périodes les plus prospères de son histoire, c'était un destin exceptionnel. Shenzong des Song, qui monta sur le trône en 1067, marqua son époque d'une empreinte indélébile, incarnant la grandeur, la prospérité et l'ambition d'un empire à son apogée. Sous son règne, la Chine connut ce que l'histoire retiendra comme un âge d'or. L'économie florissait, les routes commerciales se développaient et les réformes sociales redéfinissèrent la société. Contrairement à d'autres souverains qui privilégièrent le faste et la guerre, Shenzong avait une vision audacieuse. Un empire ne pouvait prospérer sans un peuple épanoui et une gouvernance stable. C'est ainsi qu'il mit en place des politiques sociales innovantes, offrant des aides aux paysans les plus démunis et garantissant un meilleur accès aux ressources essentielles. Son règne ne fut pas seulement marqué par la richesse, mais par un souci réel du bien-être de ses sujets. Un empereur qui comprenait que la puissance d'une nation ne réside pas seulement dans son armée, mais aussi dans la prospérité de son peuple. À son apogée, l'empire de Shenzong représentait plus de 30% du PIB mondial, une domination économique qui ferait aujourd'hui rêver les plus grandes puissances. Les économistes estiment que sa fortune personnelle, ajustée à l'inflation actuelle, équivaudrait à près de 30 000 milliards de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches ayant jamais existé. Mais malgré cette immense richesse, Shenzong ne fut pas un souverain déconnecté de la réalité. Il vivait certes dans des palais somptueux, certains considérés aujourd'hui comme de véritables chefs-d'œuvre architecturaux, mais son véritable héritage réside dans les infrastructures qu'il développa, les réformes qu'il implémenta et la stabilité qu'il assura. Ironiquement, peu d'écrits détaillent son mode de vie personnel. Était-il un homme de faste et de luxe ou un empereur austère ? L'histoire n'a pas gardé ces détails, mais ce qui est certain, c'est que son impact sur la Chine fut monumental et qu'aujourd'hui encore, son règne est considéré comme un modèle de gestion impériale prospère et éclairée. Gengis Khan, le conquérant et son héritage brutal. Lorsqu'on évoque les figures les plus riches de l'histoire, on pense souvent à des magnates des affaires, à des esprits brillants et stratégiques, bâtissant des empires financiers par l'innovation et le commerce. Mais l'histoire a parfois une autre définition de la richesse. Car Gengis Khan, lui, n'était ni un visionnaire des affaires, ni un expert en commerce, et encore moins un négociateur patient. Pourtant, à son apogée, il fut peut-être l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu. Mais à quel prix ? Né sous le nom de Temujin, il ne semblait pas destiné à la grandeur. Orphelin à l'enfance difficile, réduit à l'errance et à la pauvreté, il connut la brutalité de la vie bien avant d'imposer la sienne aux autres. Pourtant, en quelques décennies, il bâtit le plus vaste empire terrestre de l'histoire, étendant son règne de la Mongolie aux confins de l'Europe. Ce fut un règne de feu et de sang. Les armées mongoles, redoutables et impitoyables, rasèrent des cités entières, exterminèrent des millions de personnes et changèrent le cours de l'histoire. En 20 ans, environ 10% de la population mondiale disparut sous son règne. Et pourtant, malgré cette brutalité inouïe, Gengis Khan possédait une intelligence stratégique hors du commun. Il fut un maître de la guerre psychologique, utilisant la terreur comme une arme redoutable. Mais plus encore, il fut un génie de la logistique, organisant un empire qui, contre toute attente, fonctionnait avec une précision impressionnante. Son administration, bien que cruelle, permettait un commerce prospère, une transmission efficace des informations et une relative stabilité dans les territoires conquis. Son empire était si vaste et interconnecté que, 2 siècles après son règne, les routes commerciales mongoles facilitèrent involontairement la propagation de la peste noire qui tua un quart de la population mondiale. Ironie du sort, ce fléau qui causa des millions de morts fut en partie le fruit de l'héritage de Gengis Khan. Mais que faisait-il de son immense fortune ?
Contrairement aux autres empereurs qui accumulaient l'or et les joyaux, Gengis Khan ne thésaurisait pas. Son pouvoir et sa richesse n'étaient pas stockés dans des coffres forts, mais répartis dans les immenses tas de terre qu'il possédait et redistribués aux fidèles qu'il avait accompagnés dans sa conquête. Avec des centaines d'épouses et des milliers d'enfants, il fallait bien que cette fortune puisse subvenir aux besoins d'une descendance aussi prolifique. Heureusement pour lui, ces 100 milliards de dollars de richesses accumulées semblaient amplement suffisants pour couvrir ses dépenses colossales. Alors, quelle est la recette pour devenir l'un des hommes les plus riches de tous les temps ? C'est simple. Prendre le pouvoir par la force, fusionner la richesse de son empire avec sa fortune personnelle et ne faire preuve d'aucune pitié envers ses rivaux. Curieusement, cela ne vous rappelle-t-il pas certains dirigeants d'aujourd'hui ? Et vous, quelles leçons tirez-vous de ces figures historiques ? Peuvent-elles encore nous inspirer aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de regarder notre vidéo sur les familles royales les plus riches du monde. Merci d'avoir regardé et à très bientôt